On a fait une chose inouïe, quoi, dans le monde, à ce niveau-là, au niveau de la vaccination. 15% de la population vaccinée en Israël. On vaccine à un rythme effréné. Et je crois qu'en fait, ces vaccins de Moderna vont nous aider à continuer ce rythme. Professeur Cyril Cohen, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Je rappelle à nos auditeurs qui ne le savent pas encore que vous êtes chef du département d'immunothérapie de l'université de Bar-Ilan et membre du comité national de vaccination. Alors avec vous, je voudrais que nous fassions un point. On a appris cette nuit que l'État d'Israël avait validé le vaccin de Moderna qui doit arriver, on va dire, dans les prochaines semaines en Israël. Est-ce que cela permet de compenser cette pénurie qui s'annonçait ces prochains jours ou ça va se mélanger? Non, je pense quand même que ça va nous aider. Il faut dire quand même qu'on a fait une chose inouïe, quoi, dans le monde, à ce niveau-là, au niveau de la vaccination. 15% de la population vaccinée en Israël. On vaccine à un rythme effréné et je crois qu'en fait, ces vaccins de Moderna vont nous aider à continuer ce rythme. Moi, ce que je prônerais plus, c'est la priorité, justement. C'est la priorité des gens qui en ont besoin tout d'abord. Et puis après, penser à ceux qu'on pourra vacciner, parce que j'entends autour de moi trop de personnes qui ne sont pas dans dans les catégories. Ou des catégories à risque, ou des gens âgés. Et ce sont des gens, je disais donc que ce sont des gens qui sont en dessous de 60 ans, même des 30 et 40 ans, qui se font vacciner. Et je pense que bien qu'on ne veut pas, gaspiller une seule goutte de ce vaccin, il faut quand même donner priorité à la population. Alors, dans la priorité, c'est aussi au cœur du débat aujourd'hui presque politique. Est-ce que vous pensez qu'il faut accorder une priorité aux enseignants dans l'éducation nationale aujourd'hui ? Dans un sens, oui. Je pense qu'ils devraient faire partie de la deuxième vague. La première vague, évidemment, ce sont les personnes à risque. La deuxième vague, effectivement, ce sont les enseignants et les personnes qui sont exposées. On voit aujourd'hui, par exemple, que dans beaucoup d'écoles, malheureusement, il y a une montée. Maintenant, il faut savoir si cette montée de corona, est-ce que ce sont les enfants qui sont infectés à la maison et qui amènent ça à l'école, oui, ou vice-versa. Mais quoi qu'il en soit, quand on est enseignant, quand on est une personne qui est dans une pièce fermée avec 28, 30 élèves, je veux dire, vous êtes beaucoup plus exposé que si vous travaillez dehors ou dans un magasin où vous voyez 3 personnes par jour. Alors, une question qui est aussi à l'ordre du jour et qui fait débat ces derniers jours, est-ce que l'on peut obtenir un maximum de garanties concernant une vaccination avec une seule dose ? Non, ça je m'y oppose. Je m'y oppose non pas parce que peut-être, je vais définir ça comme ça. Je m'y oppose non pas parce que ça ne serait pas possible ou peut-être pas, efficace, mais parce que nous n'avons pas de données. On ne peut pas, imaginer ou on ne peut pas supposer, que une dose sera aussi bien efficace que 2 doses ou même à un rythme ou à un pourcentage un peu moindre, parce que nous n'avons pas de données. Et faire cela lorsqu'on est justement en train, de combattre une pandémie, justement, c'est la course entre, le confinement et la vaccination. Si on fait ça, on risque de perdre. Donc ça, à ce niveau-là, nous n'avons pas de données. Donc moi, je prône vraiment la vaccination classique qui a été étudiée dans les essais cliniques. Nous avons déjà pris, je ne veux pas dire certains risques, mais nous supposons certaines hypothèses par rapport à ce vaccin, entre guillemets. Il a été évidemment validé par le ministère de la Santé, par la FDA, mais il est toujours en condition d'urgence. Nous n'avons pas suffisamment de recul, donc adopter une telle politique de donner une seule dose et puis attendre peut-être 12 semaines comme en Angleterre, ils comptent le faire, je crois que c'est un risque que nous ne devons pas prendre. Comment c'est possible que ce soit par exemple Rézi Lévy, le directeur général du ministère de la Santé, qui envisage un tel cas de figure ? Non, ce n'est pas. Enfin, moi, ce que j'ai entendu, ce n'est pas Rézi Lévy. Je sais que Grotto, Grotto aussi, oui, son SGAN, son adjoint. Oui, parce que moi, ce que j'ai entendu de Rézi Lévy, c'est vraiment de faire ce que Pfizer, de suivre le protocole à la lettre. Grotto a formulé cette hypothèse, mais lui-même a dit qu'il fallait peut-être en délibérer. Je suis pour délibérer,
nous n'avons pas à ce moment-là suffisamment de données. Donc, je vous dis sincèrement, tant que nous n'avons pas suffisamment de données, je crois que nous devons suivre le protocole accepté. Dans combien de temps pourrons-nous savoir combien de temps le vaccin est efficace? Est-ce que ce vaccin est efficace 3 mois, 6 mois, 1 an? Dans combien de temps on pourra le savoir, ça? Dans combien de temps on pourrait savoir? Est-ce qu'on peut redéfinir votre question? Dans combien de temps, c'est-à-dire combien de temps le vaccin, alors on va dire, combien de temps le vaccin est efficace aujourd'hui? 3 mois, 6 mois, 1 an? Nous ne le savons pas. Alors justement, alors je vous pose la deuxième, dans combien de temps on le saura, c'est cela? Ben, on le saura effectivement qu'après, justement, que ce laps de temps se soit écoulé. C'est-à-dire que, en fait, nous continuerons, et dans le monde entier, nous continuerons à suivre les réponses immunitaires des gens qui ont été vaccinés par des échantillons. C'est fait en ce moment en Israël. Tous les mois, les gens, certaines personnes vont être convoquées. Des gens qui ont été vaccinés, on va suivre justement leur niveau d'anticorps et leur niveau de réponse immunitaire au long du temps. Ce que l'on suppose, c'est que c'est au moins 6 mois, même plus, parce qu'on a déjà les résultats des essais cliniques qui ont été faits. Je vous le rappelle, Moderna a commencé il y a presque 1 an, oui, au mois de mars. Donc, on a déjà les résultats de Moderna. On sait qu'apparemment, ce vaccin peut tenir, je dirais, au moins 6 mois, 9 mois, mais il faut que le temps s'écoule. Nous ne pouvons pas, je dirais, prédire l'avenir, bien que nous avons beaucoup de moyens scientifiques, ça, on ne peut pas le faire. On parle beaucoup ces derniers jours de la mutation britannique, peut-être même d'une autre mutation sud-africaine. Est-ce que le vaccin vous paraît efficace également pour cette mutation? Écoutez, c'est une excellente question. Nous supposons, et je le répète, nous supposons, et vous savez, en tant que scientifique, ça me dérange un peu de dire nous supposons, parce que nous aimons vérifier, je dirais, les faits. Nous supposons que justement le vaccin sera protecteur. On ne le sait pas encore, c'est testé en ce moment en prenant par exemple du plasma des anticorps de gens qui ont été vaccinés, on n'en veut pas suffisamment, et en justement faisant réagir ce plasma avec les virus, les souches variantes que l'on a entendues. À mon avis, c'est possible parce que ces mutations sont quand même, je dirais, juste dans certains endroits. Elles représentent peut-être 1% de la protéine qui compose le vaccin. Mais il est certain, et là on vient d'avoir un article qui vient d'être publié il y a, je dirais, 24 heures, on sait que si on ne vaccine pas suffisamment et si le virus continue à se propager, il trouvera un moyen, ça a été démontré en laboratoire, il trouvera un moyen d'échapper à la réponse immunitaire. Alors, je voudrais qu'on revienne sur ce que l'on appelle dans les médias internationaux le phénomène israélien. Vous avez certainement vu ces émissions sur les chaînes de télévision, en particulier en France, où on est épaté par, on va dire, la capacité de l'État d'Israël à vacciner à tour de bras, si l'on peut dire. Et j'entendais que, on va dire, les observateurs affirmaient que c'est dû justement à notre habitude d'être en état de crise et à savoir réagir en état de crise. Je voudrais avoir de votre approche, vous, en tant qu'Israélien et même qui avez vécu en France. Donc, qu'est-ce qui a fait que l'État d'Israël a si rapidement réagi à cette campagne et s'est si rapidement mobilisé pour aller se faire vacciner? Je crois qu'il y a plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est la logistique. Je vous le dis sincèrement, je suis vraiment épaté par cette logistique. Vous savez, on est tout le temps, je dirais, à critiquer, entre guillemets, le gouvernement, et j'ai mes propres critiques sur certaines choses qui ont été faites. Mais de ce côté-là, je crois que l'organisation des coupotrolim et des hôpitaux en parallèle, je dirais même une compétition, c'est un peu du capitalisme vaccinatoire, si je peux m'exprimer comme ça. Cette compétition entre les hôpitaux et les caisses maladies, les coupotrolim, a contribué, je pense, à justement développer cette logistique de vaccination et aussi les compétitions. Je vous rappelle que dans les premiers jours, par exemple, certaines coupotrolim ont été dénigrées dans les médias parce qu'on n'arrivait pas, par exemple, à prendre rendez-vous comme il le fallait ou, je dirais, à avoir, je dirais, un vaccin. Et donc, cette compétition en elle-même a poussé, je dirais, les coupotrolim à, je dirais, améliorer leur logistique. Ça, c'est un. Petit 2, c'est évidemment les efforts qui ont été faits au niveau du gouvernement de la logistique pour la distribution de ces vaccins. Et petit 3, c'est aussi le public. Si vous vous rendez compte, en Israël, on a, grâce à Dieu, une minorité de gens qui sont anti-vaccins. Là, on a justement vu des sondages où cette minorité est tombée
de 25% à une dizaine de pourcents de gens qui ne veulent pas se faire vacciner. Je crois que les gens en Israël comprennent les bénéfices du vaccin. Et je pense qu'à ce niveau-là, il y a aussi ce qu'on appelle, j'ai un ami journaliste qui a exprimé ça avec les initiales FOBAF, Fear of Being a Friar, c'est-à-dire la peur d'être un frayeur, d'être un pigeon en Israël. Ça, c'est aussi une composante de la fibre sociale en Israël. Si mon voisin l'a eu, à moi aussi je le veux. Donc je pense que tout ça aussi a contribué à cette campagne de vaccination qui a du succès. Alors après s'être tapé sur l'épaule, une petite critique peut-être aussi. Je voudrais avoir votre avis sur un point qui est mis de côté, mais que j'ai lu cette semaine dans les journaux du week-end. On a beaucoup parlé à un certain moment de l'Institut biologique de Ness Yonah comme étant celui qui devait produire le vaccin israélien contre le coronavirus. Or, depuis quelque temps, on n'en parle plus du tout. Apparemment, des sommes extrêmement importantes ont été investies dans ce laboratoire pour permettre justement la création d'un vaccin israélien. On a le sentiment qu'on est très loin du compte, qu'aujourd'hui, pour l'instant, c'est-à-dire ce n'est pas encore dans les prochains mois qu'on verra un tel vaccin. À votre avis, c'est de l'argent qui a été jeté par les fenêtres ou pas ? Pas du tout. Pas du tout. Je suis, une fois de plus, comme vous l'avez mentionné, je suis membre du comité consultatif au ministère de la Santé sur les essais cliniques du vaccin contre le corona. Je connais très bien, les développements à l'Institut biologique. Je crois qu'Israël a besoin de cette infrastructure justement de produire des vaccins. Elle a été malheureusement, elle n'a pas été suffisamment développée ces dernières années. Nous ne savons pas, on vient juste de parler de la mutation et des variantes dans le monde. Nous ne savons pas ce que le futur nous attend, nous prédit. Donc, je vous le dis sincèrement, nous avons besoin de cette infrastructure. La deuxième phase de cet essai clinique est en cours. J'espère sincèrement que nous pourrons bien finir la deuxième phase. Il est très dur d'être en compétition avec des compagnies comme Pfizer ou d'autres compagnies qui reçoivent des milliards. Mais d'un autre côté, je considère ça comme une infrastructure vitale au niveau national. Eh bien, professeur Cyril Cohen, merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à toutes nos questions aussi précisément. Bonne journée, bonne santé, à bientôt. Pareillement, à bientôt, au revoir.